C'est un latino. Pourquoi a-t-il l'air si blanc? Les latino-américains forment une catégorie culturelle très large composée de plus de 600 millions de personnes venant de nombreux pays différents. Mais de quoi est réellement composé leur ADN, ou en d'autres termes, de quelle race sont-ils? Le sujet de la génétique des populations en Amérique latine a toujours été très complexe. Mais après avoir passé plusieurs semaines à analyser des dizaines d'études scientifiques, nous sommes enfin en mesure de vous donner un rapport précis sur l'ascendance latino. Nous avons découvert que l'héritage latino-américain peut être lié à 3 principales populations ancestrales, la première étant la plus négligée. Du XVIe au XIXe siècle, plus de 10 millions d'esclaves africains ont été transportés de force vers les Amériques, dont environ la moitié était destinée aux colonies ibériques. Cet afflux massif de personnes a transformé le paysage génétique de la région. Mais leur contribution est souvent négligée dans les discussions sur l'identité latino-américaine. Alors, quels sont les pays qui ont été le plus impactés par ce groupe continental? Les origines de ces Africains réduits en esclavage étaient diverses, principalement d'Afrique de l'Ouest, mais aussi en incluant un nombre significatif d'autres régions du continent, à mesure que l'ascendance africaine est devenue partie intégrante du génome de la région. Une dynamique raciale complexe a commencé à se développer en Amérique latine. Il est important de noter que, malgré la présence génétique africaine substantielle, seule une petite minorité de latinos s'identifient comme des identitaires noirs. Au lieu de cela, des siècles de mélange ont conduit au développement de diverses catégories de races mixtes telles que les mulattos, les ambos et les pardos. Le mélange africain est particulièrement important le long de la côte atlantique et dans les Caraïbes, car ces pays étaient les plus proches des principales racines de l'esclavage. L'impact varie considérablement selon les pays et même au sein de ceux-ci. Et dans certaines régions, la contribution génétique africaine atteint la moitié de l'ascendance totale. Mais il existe une nation latino-américaine qui a reçu plus d'esclaves que toutes les autres réunies. Le Brésil, le plus grand pays d'Amérique du Sud, a été profondément façonné par l'influence africaine, recevant de loin le plus grand nombre d'esclaves des Amériques. Cependant, la répartition de l'ascendance africaine à travers le pays est très hétérogène et les Brésiliens noirs ne sont peut-être pas aussi noirs que vous le pensez. L'héritage africain du Brésil a aussi une caractéristique unique par rapport à l'Amérique espagnole. Une proportion plus élevée d'ascendance est africaine et australe, alors que les origines ouest-africaines prédominent, comme dans d'autres parties de l'Amérique latine. Les colonies portugaises dans l'actuel Angola et le Mozambique ont contribué à un pool génétique africain plus diversifié au Brésil. Il est intéressant de noter que si le Brésil a été grandement influencé par les Africains subsahariens, leur apport national n'est pas aussi élevé qu'on le pense souvent. En moyenne, la contribution génétique nationale africaine est d'environ 20%, mais ce chiffre masque d'importantes variations régionales. La plupart des femmes que vous allez rencontrer sont souvent au Brésil des femmes qui sont soit mulatto ou soit pardo, comme la femme que vous voyez en vidéo. C'est-à-dire en fait, pour la réalité, c'est que elles sont d'ascendance africaine, mais de 2e ou 3e génération. Exemple, leur grand-père est africain, se marie avec leur grand-mère qui est européenne, ils font un enfant métis, le métis se marie ensuite avec une femme européenne et ça fait un autre enfant qui est en généralité 70% européen, une vingtaine de pourcents africains et peut-être 10% amérindiens. Et c'est souvent ça le mélange au Brésil. L'État de Bahia, situé dans la région nord-est, se distingue avec plus de 40% d'adjonctions africaines. La complexité du paysage racial du Brésil est encore illustrée par des études génétiques sur les Brésiliens noirs autoproclamés qui représentent un peu plus de 10% de la population. En moyenne, ces individus sont génétiquement à 7% d'origine amérindienne, à 43% d'origine européenne et à seulement 50% d'origine africaine, soit un pourcentage nettement inférieur à celui des Afro-Américains ou des Noirs des Caraïbes. Or, il existe un pays voisin où le fait d'être noir a une incidence très différente. La Colombie est un cas d'étude fascinant. Africaine en Amérique hispanique. La République dominicaine se distingue comme le pays hispanophone avec le plus haut niveau d'adjonction africaine. Or, cette contribution génétique suit un modèle très différent par rapport aux pays précédents,
car sa répartition est beaucoup plus homogène au sein de la population. Mais les Dominicains se considèrent-ils comme noirs? Il convient de noter que l'île d'Hispaniola partagée entre la République dominicaine et Haïti a abrité le premier contact européen dans les Amériques en 1492. En fait, la population fondatrice dominicaine était principalement d'origine européenne avec un élément natif tino, mais a été modifiée par les afflux ultérieurs d'Africains au cours des siècles. La majorité des Dominicains modernes peuvent être classés comme mulatto, reflétant un mélange d'ascendance européenne et africaine. Cela contraste fortement avec Haïti voisin, où l'adjonction africaine constitue une forte majorité de l'ascendance totale, et où la plupart de la population peut être considérée comme noire. Des études génétiques indiquent que le Dominicain moyen est d'environ 40% africain, un pourcentage nettement plus élevé que la plupart des habitants des autres pays d'Amérique latine. Ces chiffres se reflètent dans les données du recensement, car environ 74% des Dominicains s'identifient comme métis, tandis que seulement 8% s'identifient comme noirs. Mais il existe une population qui a eu un impact bien plus grand qu'après. Parmi les Latinos modernes, et ils vivent dans les Amériques depuis bien plus longtemps. Les peuples autochtones des Amériques, souvent appelés Amérindiens, habitent les parties nord et sud du Nouveau Monde depuis plus de 10 000 ans. Des millions d'indigènes sont toujours dispersés dans les pays américains, et leur apport génétique pourrait être plus important que vous ne le pensez dans certaines régions. On pense que les Amérindiens sont arrivés en plusieurs vagues de migration depuis l'Asie, traversant principalement le pont terrestre rectiligne au cours du dernier millénaire. La colonisation initiale des Amériques a eu lieu il y a environ 20 000 à 14 000 ans, et a été suivie d'une expansion rapide, vers le sud le long de la côte ouest des continents. Les Amérindiens sont issus d'un mélange de deux populations anciennes distinctes. La principale a divergé des peuples d'Asie de l'Est, avant le dernier maximum glaciaire, tandis que l'autre est une population paléolithique sibérienne connue sous le nom d'anciens Eurasiens du Nord. Il est intéressant de noter que ce groupe partage de profondes affinités génétiques avec les chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Est, et donc dans une moindre mesure avec les Européens modernes. L'arrivée des colons ibériques a profondément modifié l'hémisphère occidental, mais plusieurs pays ont une majorité d'ascendance amérindienne, tandis que des dizaines de millions de personnes s'identifient toujours comme des Américains autochtones. Aujourd'hui, les autochtones ont eu le plus d'impact dans des parties très spécifiques des Amériques. Et cela pourrait être lié à des civilisations précolombiennes sophistiquées. Entraînant une forte contribution amérindienne dans un pays inattendu. La riche histoire et la population diversifiée de l'Équateur ont donné naissance à une composition génétique complexe. Le continent du pays, autrefois intégré à l'Empire Inca, peut être divisé en 3 régions naturelles très distinctes. Le climat et le terrain unique de chaque région ayant influencé son profil génétique. Et vous serez surpris par l'impact des Amérindiens dans 2 d'entre elles. Le dernier recensement révèle que plus de 85% des Équatoriens s'identifient comme métis. La plupart se considérant comme métis, et certains d'entre eux comme Montubio. Un terme utilisé pour décrire les métis de la campagne côtière de l'Équateur. Il y a une raison pour laquelle les habitants de cette région se considèrent comme différents. La partie côtière du pays se distingue des autres régions car elle présente des influences européennes et africaines plus importantes. Ces 2 groupes ancestraux combinés représentent 48% de L'. Ascendance totale, les 52% restants étant d'origine indigène. Mais jusqu'où va réellement l'ascendance autochtone en Équateur? L'équatorien moyenne est proche de 60% amérindien, chiffre qui atteint plus de 65% dans 2 régions distinctes. La première étant les Hautes-Terres, où se trouve la capitale Quito. L'une est située en Amazonie, une région à faible densité de population. Il faut maintenant se diriger vers le sud pour trouver le cœur de l'ancien empire Inca. Le Pérou est la nation la plus amérindienne des Amériques. Ce pays abrite non seulement une population indigène importante, mais ses habitants ont également la plus forte proportion d'ascendance indigène. Il existe aujourd'hui une nation sud-américaine peu connue qui lui ressemble beaucoup. Au XVe siècle, les Incas sont devenus un État puissant. En l'espace d'un siècle, ils ont réussi à former le plus grand empire des Amériques précolombiennes. Leur capitale, Cotacachi, est l'une des principales villes du Pérou moderne et le Quechua.
La langue officielle de l'Empire est encore parlée aujourd'hui. Environ 25% des Péruviens s'identifient comme autochtones. Les Quechua constituant le principal groupe indigène du pays. Les Quechua sont génétiquement proches d'autres peuples andins, comme les Aymara. Ils constituent également la plus grande ethnie indigène de la Bolivie voisine. Et ce n'est pas la seule chose qui rend les deux pays très similaires. Les Boliviens et les Péruviens ont tous deux un fort apport amérindien, qui constitue environ les 3/4 de leur constitution génétique, et ils ont également peu à savoir sur le mélange africain subsaharien. Le reste de l'ascendance est lié à la chute de leur ancien grand empire, lorsque des hommes de l'autre côté du monde ont atteint les Amériques il y a 500 ans. La colonisation européenne a complètement changé le paysage de l'Amérique latine. Non seulement elle a façonné le contexte linguistique et culturel de la région, mais elle a également eu le plus fort impact sur la constitution génétique des Latinos. Cet héritage peut être largement répandu dans toute l'Amérique latine, mais une région spécifique était particulièrement attrayante pour les migrants européens. L'influence européenne a commencé à la fin du XVe siècle, lorsque les colons ibériques ont établi des colonies à travers les Amériques. Au fil du temps, les populations coloniales ont augmenté, à la fois par augmentation naturelle et par arrivée continue. C'est la création de pays indépendants, au XIXe siècle, qui a marqué une nouvelle phase de l'immigration européenne en Amérique latine. Les vagues les plus massives sont venues d'Italie, d'Espagne et du Portugal, mais aussi de nombreux Français, d'Allemagne et de divers pays d'Europe de l'Est. On trouve aussi des origines juives chez les Latinos modernes, notamment en Amérique espagnole où les conversos étaient les plus nombreux. Un nombre important de Juifs et de Levantins sont arrivés plus tard. Alors, Levantine, qu'est-ce que c'est Levantine? C'est les personnes qui viennent du Proche-Orient, c'est-à-dire des pays comme Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Palestine. Donc c'est tous ces pays-là. Et donc il faut savoir qu'il y a énormément de personnes en Amérique latine qui sont de descendance par exemple libanaise. Shakira par exemple a de la descendance libanaise. Donc voilà. Mais des populations plus exotiques sont également parties en Amérique latine, comme les Japonais qui se sont installés au Brésil au XXe siècle ou l'immigration chinoise au Pérou. De nombreuses régions d'Amérique du Sud n'étaient pas propices à une installation à long terme. Mais une zone particulière a été favorisée par l'immigration européenne, car cette région se distinguait par son climat plus doux et son vaste potentiel agricole. Et il y a un pays qui a vraiment bénéficié de sa situation géographique. L'Argentine se distingue comme l'une des nations les plus européennes d'Amérique latine. Cette forte composante européenne est le résultat de vagues massives d'immigration en provenance du vieux continent. Cependant, cet apport génétique varie beaucoup selon les régions, de sorte que l'Argentin moyenne est vraiment si proche des Européens. L'Argentine étant située dans le cône sud, une partie très distincte de l'Amérique du Sud. Cette sous-région est caractérisée par son climat majoritairement tempéré, ce qui a facilité l'arrivée d'immigrants européens. Des millions d'Espagnols se sont installés en Argentine au fil des siècles. Mais les Italiens ont été les premiers à venir lors de la grande vague d'immigration. Environ 70% des Argentins sont d'origine européenne. La majorité des autres sont des indigènes. Tandis que l'apport génétique des Africains subsahariens est minime, malgré la prédominance des ancêtres européens. L'Argentine n'est pas homogène. En fait, la composante amérindienne peut même être dominante dans certaines parties du pays. La concentration d'ascendance européenne est particulièrement élevée, à Buenos Aires ainsi que dans certaines autres provinces de la région de Pampus. Dans ces zones, qui sont aussi les plus densément peuplées, l'apport européen moyen est supérieur à 80%. Et si un pays des Caraïbes était aussi européen que l'Argentine? Cuba présente une composition génétique surprenante pour la région des Caraïbes. La contribution européenne dans cette nation est souvent sous-estimée, en partie à cause population et de sa culture afro-cubaine importante. Et pourtant des millions de personnes ont traversé l'océan Atlantique pour atteindre cette île. Mais quelle est la proportion de Cubains blancs qui y vivent actuellement? Cuba a connu une immigration substantielle, principalement en provenance d'Espagne, avec un nombre significatif de Canariens et d'Espagnols occidentaux. Cela a entraîné un niveau de métissage européen similaire à celui de l'Argentine. La littérature scientifique le situant légèrement au-dessus de 70%, mais l'équilibre des autres origines est très différent dans ce pays. Alors que l'Argentine est plus indigène, Cuba a un apport africain plus élevé, reflétant son histoire. En tant que destination principale des Africains réduits en esclavage, la répartition des origines européennes à Cuba n'est pas uniforme, et ce métissage est le plus élevé dans la partie occidentale de l'île. Maintenant, quelle est la composition génétique des 64% de Cubains qui s'identifient comme blancs? Une étude génétique a révélé que leur ascendance moyenne était de 86% européenne, tandis que le reste du métissage est presque également réparti entre autochtones et africains. Il est intéressant de noter que ces proportions sont similaires à celles trouvées chez les Brésiliens qui s'identifient comme blancs, car la conception du blanc en Amérique latine diffère de celle en Europe ou aux États-Unis. Aujourd'hui, une petite nation sud-américaine est encore plus vaste que celle que nous avons mentionnée. L'Uruguay est l'un des plus petits pays d'Amérique latine, et il se trouve également être celui qui compte la plus forte proportion d'ascendance européenne. Le pays abritait le peuple indigène Charrua à l'époque précolombienne.
et a finalement été colonisée par le Portugal et l'Espagne au XVIIe siècle. Alors, qui sont les Latinos qui ressemblent le plus aux Uruguayens? L'Uruguay est situé dans le bassin du Rio de la Plata, également connu sous le nom de région de la Plata. Sa situation et son climat en ont fait un endroit idéal pour l'émigration des Européens. La plupart de ces migrants des 19e et 20e siècles étaient des Espagnols ou des Italiens. Mais il y a eu aussi une immigration française importante, dont beaucoup étaient d'origine basque. Près de 90% des Uruguayens s'identifient comme blancs lors du dernier recensement. Ce qui est très similaire aux régions des deux pays voisins. Car les habitants du nord-est de l'Argentine et du sud du Brésil ont un apport européen comparable. L'Uruguayen moyenne est à près de 80% européen. La plupart des autres métissages étant amérindiens. Mais les Uruguayens ont un apport africain plus élevé que les Argentins, ce qui les rapproche des Brésiliens du Rio Grande do Sul. Et si nous pouvions visualiser le mélange de ces trois principales populations pour toute l'Amérique latine? Bien sûr, nous pourrions créer des cartes séparées, mettant en évidence l'apport de chacune de ces ascendances. Mais les scientifiques utilisent une méthode bien plus efficace, connue sous le nom de graphique de Turnery. Tous les pays d'Amérique latine s'inscrivent dans ce triangle, chaque côté mesurant plus ou moins les trois principaux mélanges et chaque point. Ce qui signifie 100% de l'un de ces groupes ancestraux. Un certain nombre de pays ont une large majorité d'Européens. Même la petite île de Porto Rico, car elle est très similaire au Brésil. Des pays comme le Venezuela, le Costa Rica ou le Paraguay sont également majoritairement européens, mais présentent des niveaux élevés d'ascendance amérindienne ou africaine. Seuls le Pérou et la Bolivie sont à plus des 2/3 amérindiens. En raison de leur situation au centre de l'ancien empire Inca, les pays d'Amérique centrale ont généralement beaucoup d'ADN indigène avec des degrés variables d'adjonction africaine et européenne. Bien que certaines régions d'Amérique latine aient une forte influence africaine, comme le département de Chuco en Colombie ou l'État de Bahia et le Brésil. Aucun pays n'a une majorité d'ascendance africaine en moyenne. La République dominicaine reste la nation la plus africaine avec 40%. À l'opposé, certains pays n'ont que peu ou pas de ce mélange. Cela inclut le Mexique, mais aussi des pays comme le Chili, dont la population est très proche d'un mélange 50-50e entre autochtones et européens. Maintenant que vous savez... Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses à travers la vidéo, à travers les ethnicités en Amérique latine. Je tenais à faire la vidéo parce que ça a été demandé par une personne en particulier et je me suis dit que ça pouvait aider un peu tout le monde. Et j'espère que vous avez appris pas mal de choses à travers cette vidéo. Je pense que beaucoup de gens doivent être surpris que en réalité il y a très peu parce qu'on s'imagine Amérique latine, métisse, mais il y a très peu l'ascendance africaine est très peu nombreuse en Amérique latine au final. Les gens ont sans doute de la descendance africaine, mais de deuxième et de troisième génération, comme je disais par exemple avec le Brésil, mais c'est le cas dans de nombreux pays d'Amérique latine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voyagez, découvrez et vous réussirez. Ciao, bye bye.